coup, est-ce qu'il y a des exemples ou des questions sur le territoire, sur vos... Anna? Non, c'est une question un peu générale sur les méthodes qu'on pourrait employer pour ces combats locaux. Moi, j'ai pas mal vécu quand j'étais au Danemark. C'est tout ce qui va être en fait désobéissance civile. Est-ce qu'on en a déjà fait? Et c'est ce qui se passe à Aubervilliers, en fait, où ils se sont mis à occuper leur jardin pour, médiatiser le combat. 2, ça fait un espace de rencontre des gens pour discuter. Et puis 3, ça ralentit quand même les choses in fine. Donc je sais pas s'il y a des exemples sur la région de Bordeaux. Et si nous, on peut pousser aussi ces exemples qui marchent assez bien. La première chose, c'est que pour le conseil aux instrumentistes, pour ceux qui ne connaissent pas, de voir la conférence de Jean-Marc Jancovici, j'espère que je le prononce bien, dans une grande école où il explique vraiment ce qui se passe au niveau climatique. C'est même assez hallucinant. Moi, quand j'ai regardé ça, ça m'a presque foutu les boules et vraiment j'étais un peu déprimé, mais bon, voilà. Parce que l'urgence climatique, c'est vraiment une réalité. Bon. Et je vais parler d'une lutte qui s'est passée sur le territoire, qui est passée un petit peu inaperçue. Parce que ça fait quand même quelques années que j'y suis dessus. Sur Gradignan, il y a un espace boisé qui était auparavant une maison de retraite médicalisée qui a été fermée en 2014 et sur lequel est un parc boisé. Hein, il y a un très joli parc boisé avec des arbres remarquables. C'était une maison médicalisée publique, je précise, hein, donc voilà, qui a été fermée en 2014. Et donc avec quelques personnes sur Gradignan, on avait on a fait des actions en justice qui continuent d'ailleurs, qui sont toujours pour pouvoir réclamer que cette maison médicalisée publique, qui est le résultat d'un legs, puisse être continuée. Mais il y a un projet immobilier où tout va être rasé et on va installer des immeubles de rapport et une école. Alors le côté social, c'est que ce que dit le maire, c'est qu'on va installer une école. Ce qu'il dit pas, c'est que et des commerces. Ce qu'il dit pas, c'est qu'il va détruire les écoles, les bâtiments publics existants, les écoles existantes, hein, pour pouvoir construire une école Sing Sing en forme de taux. Voilà. Bon, j'essaie d'expliquer rapidement parce que je ne veux pas être trop long. Et donc nous, ça fait quand même quelques années qu'on est sur ce coup-là. Loïc est au courant d'ailleurs, je pense, hein, parce que je l'avais mis au courant. Et certains sont au courant peut-être. Et on avait fait passer une pétition. On a quand même recueilli 900 signatures sur Gradignan, hein, qu'on a remis au commissaire enquêteur. Et évidemment, si vous voulez, l'inquiétude que j'ai, moi, c'est qu'on a affaire à comment ça s'appelle, un rouleau compresseur administratif. Et puis, je dois dire, à mon grand regret, que le changement de majorité, puisque la propriété appartenait, qui était le résultat d'un legs, appartenait au CCH de Bordeaux. Le changement de majorité à Bordeaux n'a rien changé. Rien changé, malgré qu'on ait rencontré les élus, nouveaux élus, etc. Hein, et tout le monde a voté le déclassement. On dit, bon, ben, Labardin, on le laisse, enfin, le maire de Gradignan de droite, on le laisse tranquille, il peut faire son petit projet tranquille. C'est pas un projet écolo, hein. Alors évidemment, le maire de Gradignan, il se présente comme très écologiste. Hein. Il fait des petits trucs, une maison du vélo, il fait la ferme du Planteil, etc. Il fait plein de trucs qui sont pour son image écolo, etc. Il dit on va faire une petite ferme de 2 hectares de bio, mais à côté, là, il va nous faire passer un contrat d'alimentation, de fourniture alimentaire avec le groupe Bigard, qui est une multinationale de l'agroalimentaire qui, au niveau de le bien-être animal et puis de tout le reste, l'élevage en stabulation, ils ont déjà été condamnés et attaqués par la Confédération paysanne. Et donc, oui, je termine. Hein, voilà. Donc voilà, un exemple de lutte, c'est que la lutte, quand il y a un projet immobilier comme ça, c'est une lutte qui est à la fois judiciaire, que nous on continue à se battre au niveau judiciaire avec mon association. C'est une lutte avec d'autres associations. On a eu la chance, nous, pendant un an, d'avoir un squat sur
sur ce bâtiment. Et donc ça a retardé et ils ont perdu quand même du pognon sur cette affaire-là. Mais à cause, la nouvelle majorité a décidé que ça a été vraiment le bulldozer, la préfecture, etc. Donc on a perdu sur ce coup-là. Hein, voilà. Mais le combat continue. Voilà, hein. Moi, je parle d'une lutte, hein, qui se fait sur le territoire. Voilà. Et c'est à la fois écologique et populaire. Alors, moi dans tout ce qui a été cité comme lutte et comme mobilisation, je suis quand même un peu étonnée qu'on ne parle pas des mobilisations qui ont lieu tous les samedis. C'était la 11e aujourd'hui. Parce que, bien sûr, on lutte contre l'envahissement des pesticides. On a justement l'expérience de toutes ces bonnes molécules dont on nous a vanté les bienfaits et qui se sont révélés cancérigènes, mutagènes, ophrotoxiques. Et là, on a quand même chaque semaine plusieurs milliers de personnes qui se réunissent contre une obligation vaccinale, c'est-à-dire qui nous est présentée comme si c'était juste un problème de simple hygiène, hein, comme on se brosse les dents, on va se faire vacciner, alors que c'est quand même l'introduction d'une substance complètement exogène dans le corps, dans son propre corps, et que par exemple, le 30 septembre, on va obliger quasiment les plus de 12 ans à faire cette vaccination, en plus sur des vaccins qui n'ont pas été complètement testés, parce qu'ils ont été testés, nous dit-on, sur des milliards de personnes peut-être, mais pas dans la temporalité, c'est-à-dire qu'ils sont très récents. Et moi, je dis, alors on n'est peut-être pas dans l'écologie populaire, mais encore que, c'est quand même un sujet, et bien sûr, on nous a présenté ces manifestations comme étant tenues par la droite. Moi, j'y suis allée 7 fois. Et les 7 fois, j'ai eu la possibilité de m'exprimer comme je m'exprime ici. C'est-à-dire que c'est quand même un lieu où se passe le débat citoyen. Donc, il faut y être. Il faut y être. Dommage que ça soit présenté comme tenu par la droite. C'est pas vrai. Ça, c'est aussi, je pense qu'il y a une part de manipulation dans cette présentation. Voilà. Je voulais dire ça, et je voulais dire deuxième chose, j'appuie tout à fait sur le fait de se mettre en relation avec le Shift Project, avec Jean Covici, parce que sur tous ces projets qu'on nous présente comme étant des projets écolos qui vont tout résoudre, il y a des investissements très lourds, et le bilan carbone de ces investissements n'est jamais fait. Ni le bilan carbone, et a fortiori, ça a toujours un coût carbone, hein, de faire des investissements. Il y a du ciment, il y a du béton, il y a de l'acier, voilà. Donc c'est un coût. On pourrait espérer qu'on nous explique quel sera le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'est-ce que ça fera gagner en économie de gaz à effet de serre. Et bien cette démarche, moi j'ai l'occasion de regarder pas mal, je suis représentante à la Confédération paysanne au Césaire, donc on voit passer beaucoup de projets. Cette démarche, elle n'est jamais, on ne la voit jamais, elle n'existe pas, elle n'est jamais poussée jusqu'à voilà. Merci. Ce que je propose, c'est qu'on réponde peut-être à cette première salve et on se donne encore un quart d'heure pour une deuxième. Juste pour répondre à Anna, la question, est-ce qu'on a des exemples de victoires, de combats qui ont été menés qui ont abouti? Oui, j'ai quelques exemples en tête, mais je ne sais pas, Michel est parti peut-être, il est là. Maille de Bernay, une grosse mobilisation des riverains. Maille de Bernay, c'est un projet d'un bailleur social Vilogia, de raser des arbres en zone inondable pour construire un nouvel immeuble alors que les autres à côté ne sont même pas encore complètement occupés. Et donc là, c'est une mobilisation populaire qui a engagé un rapport de force, une mobilisation de terrain. Tous les dimanches, ils sont là, il y a des camarades qui y vont. Michel est donc là, il y va régulièrement. Il y a une pétition qui a fait 20-25 000 signatures et la mairie a été obligée de reculer. Et la violence avec laquelle ils nous sont tombés dessus les uns les autres et les insoumis en particulier montre que ça a une efficacité assez probante. L'autre qui me vient aussi en tête parce qu'elle est juste à côté de chez moi et voilà, c'est le secteur que j'identifie géographiquement, c'est la question sur le barreau routier
la route de Toulouse derrière le lycée Vaclav-Havel, qui pareil va raser des arbres sur un parc à Bec qui s'appelle le parc de Mussonville. Mobilisation d'un collectif d'habitants du secteur. Nous, je veux juste préserver les arbres du coin. On est à partisans, on ne fait pas de politique. Bon, résultat, on a parlé 2 heures et on a pu leur faire comprendre qu'ils faisaient de la politique au moins autant que nous. Et que surtout, parmi les arguments, certes, ils allaient sauver leurs arbres, mais que ce projet-là était en contradiction avec la volonté de la métropole de dire à l'horizon de 2030, on réduit la circulation routière de je ne sais plus combien de pourcents, 25 ou 30% ou plus que ça. Donc il y a des victoires par la mobilisation citoyenne, pas tout le temps, mais il y en a. Et après, et je laisserai la parole à Sylvie peut-être pour compléter, la question de quels outils on se dote, la question d'Henri, la question qui a été posée, les outils juridiques. Effectivement, on a maintenant cette difficulté. Des procédures bâillons, ça a été rappelé, où maintenant on se fait attaquer dès qu'il y a des enjeux avec des multinationales en face ou des conseils interprofessionnels des vins de Bordeaux qui n'hésitent pas à convoquer les meilleurs juristes pour faire condamner les lanceurs d'alerte et arrêter toute contestation. Néanmoins, sur le terrain juridique, il peut encore se jouer des batailles et il faut se doter de structures. Alors, Alerte Pesticides de Gironde est une asso qui peut ester en justice pour faire valoir les droits sur ces questions environnementales. Sur la 3e circonscription, de longue date, avant même 2017, nous avions initié une association pour pouvoir se réunir sur ces questions et continuer le combat politique en dehors d'outils partisans. On s'est, avec les camarades et les adhérents de cette association qui s'appelle Batavia, on a modifié les statuts l'année passée, 2020, au début 2020, fin 2019, afin de pouvoir rester en justice, donc mener des actions et des recours juridiques. Et nous avons un recours pendant devant le tribunal administratif pour la réouverture des chemins de halage le long de la Garonne que le maire de Villeneuve a bloqué. Donc il faut effectivement à un moment se doter de ces outils-là. Au niveau national, je ne pense pas qu'on soit en capacité aujourd'hui d'avoir un service juridique qui nous permette justement d'appuyer les luttes locales. Je pense qu'il y a une mise en réseau qu'on peut faire au niveau des insoumis pour partager les noms des avocats. Et juste dernier exemple, on mène la question de la protection de l'espace boisé classé sur le site de Baya, la clinique privée Baya qui veut fermer Robert Piquet. Et on va mener un recours juridique avec un avocat, avec les associations, avec le GNSA, le groupe national de sauvegarde des arbres, avec les assos locales, avec aux arbres citoyens, etc., etc. Donc on est acteur et on peut être moteur pour être le trait d'union de ces batailles, qu'elles soient mobilisation citoyenne, mobilisation juridique, et ça nous permet d'engranger quelques victoires. Et je pense que il n'y a pas de petite victoire en la matière. Chaque fois qu'on arrive à faire reculer ces questions-là, ces projets écocides, on gagne un petit peu. Voilà ce que je voulais répondre sur cette question de comment on mène les batailles. Oui, un petit complément sur la désobéissance civile, clairement, que tu avais posé comme question, Anna. C'est, je sais pas, comme insoumis, on est forcément pour la désobéissance civile. Il faut y aller, quoi. Alors, il faut y aller intelligemment, en cherchant comment avancer groupé, avancer de façon solidaire, collective, pas laisser des gens en cours de route se prendre, effectivement, tout seul, 125 000 euros d'amende sur la tronche. C'est un peu... Voilà, donc essayer d'éviter ces situations qui laissent toujours des traces après, derrière. Mais on est pour la désobéissance civile. Et là, je vois la victoire que viennent de remporter les copains qui sont décrocheurs de portraits de Macron. Ils sont allés jusqu'en cassation. Et là, ils viennent avoir gain de cause mercredi, justement. En rentrant de Niort, on a appris leur victoire. Et ils ont fait reconnaître que cette action de décrocher des portraits de Macron pour signifier qu'il ne faisait rien pour le climat, eh bien, ça faisait partie du droit d'expression et c'était reconnu comme une légitime expression. Et donc, ce retour en cour d'appel, ce sera à Toulouse. Mais là, c'est une belle victoire. Alors, Michel posait la question, est-ce qu'il y a des pays qui avancent, qui servent de modèle? Mais non, il n'y a pas de pays, à notre connaissance, qui ait renversé la table. Il y a des initiatives singulières dans certaines zones, dans certains endroits. Mais c'est justement tout l'enjeu de ces élections, peut-être fou, mais quand même, et ça vaut le coup de le tenter, surtout pour nos gosses, quoi, d'essayer de renverser
complètement cette logique capitaliste pour pouvoir mettre à l'ordre du jour eh bien, la santé des êtres humains, la solidarité entre les êtres humains, et on n'évitera pas la catastrophe totale, mais on pourra au moins la retarder, au moins l'atténuer, et essayer de construire un monde solidaire là-dedans. Donc on a à tout prix besoin de ce basculement. Alors sur les vaccins et les passes sanitaires, la France Insoumise a mené une action exemplaire à l'Assemblée nationale en s'opposant jusqu'au bout, avec je ne sais combien d'amendements, à cette loi sur le pass sanitaire, qui donc bafoue effectivement la liberté, et donc c'est une atteinte à la liberté des gens, ça c'est sûr. On s'est battu contre cette démarche, on s'est pas battu contre le vaccin. Par contre, ce qui est clair, parce que le vaccin, dans l'urgence où on était, je pense qu'on a globalement partagé l'idée, mais ça a fait discuter entre nous. On a une boucle Telegram qui a parfois été assez encombrée sur le sujet. Nous sommes insoumis intervenus nombreux sur la place de la Bourse, nous aussi, pour pouvoir avancer différentes positions. Et nous pensons que globalement, effectivement, il faut y être, il faut discuter avec les gens, il faut avancer. Mais il va falloir avancer sur ces questions de pandémie, parce qu'on est qu'au début, tout le monde le sait, tous les spécialistes le disent. D'ailleurs, il y en avait d'autres avant. Bon, il se trouve que c'était des Africains ou des Asiatiques qui mouraient, ça nous gênait pas trop. Mais maintenant que c'est aussi nous, peut-être qu'on va s'en préoccuper. Il va y avoir d'autres pandémies. Et donc, la réponse, disent aussi les épidémiologistes, même ceux qui étaient d'accord avec le vaccin actuel, disent ça va pas être de nous tartiner un vaccin tous les 3 mois supplémentaires. On va aller jusqu'où, là? Donc, il faut à tout prix traiter ce problème à la racine. Moi, je conseille un très bon livre de Marie-Monique Robin qui s'appelle La fabrique des pandémies, qui démontre tout ce qui peut, elle l'a écrit avec 62 scientifiques, elle n'a pas écrit toute seule, qui démontre tout ce qui contribue à la fabrication de ces maladies opportunes, et elle en passe pas mal en revue, et c'est vraiment très très riche, et de voir à quel point la destruction de l'environnement provoque ces maladies, à quel point la réponse, ça va pas être de nous injecter un truc tous les 3 mois dans le bras supplémentaire. Donc, il faut qu'on s'empare de ces questions. Elles sont pas faciles. Elles sont un peu complexes. Moi, je suis partante pour qu'on ait aussi des initiatives là-dessus pour clarifier ces questions-là compliquées, mais les poser sur la table, avoir des débats là dans les mois à venir sur ces sujets parce qu'ils préoccupent beaucoup les gens. Tout à l'heure, vous avez parlé de synergie en disant qu'il fallait s'approprier ce vocabulaire qui était peut-être plus utilisé par les patrons, etc. Et je suis tout à fait d'accord, à 100%. C'est-à-dire que la synergie, un certain nombre d'entre vous l'ont vécu aujourd'hui en venant tout simplement en covoiturage. Exemple type de synergie, on déplace une voiture, mettre quelqu'un d'autre dedans, ça coûte pas plus cher. Et le bilan carbone n'est pas le même que si quelqu'un part avec sa voiture. La synergie, c'est aussi de partager des retours d'expérience sur des questions juridiques, des questions techniques d'une région à l'autre, parce que les combats, les luttes peuvent se ressembler. Donc effectivement, ça peut avoir beaucoup de valeur et d'efficacité. Sur le mot développement, alors j'ai cru comprendre qu'il suscitait aussi parfois une certaine défiance, parce qu'il a été usurpé probablement un certain nombre de fois. On pourrait dire qu'il y a autant de définitions du développement que de personnes qu'on interroge. Et donc l'enjeu, c'est donner notre définition, construire une définition collective d'un développement qui soit humain, soutenable, etc. Il y a une base qui a été créée par l'ONU, qui s'appelle les Objectifs de développement durable, qui est une base sur laquelle il faut discuter parce qu'elle n'est sans doute pas parfaite, elle ne matche pas parfaitement les valeurs de l'avenir en commun, mais il y a tout de même l'égalité homme-femme, la lutte contre la pauvreté, enfin, il y a déjà beaucoup de choses. Donc ensuite, donc pour parler de synergie, les questions effectivement qui ont été soulevées là, quant à évaluer des choses qu'on nous propose comme étant des solutions pour qu'on soit capable de dire mais non en fait ça coince à tel endroit, ça marche pas tant que ça votre solution là, ça demande de la compétence technique et scientifique très pointue, et d'où effectivement l'idée de travailler peut-être avec des spécialistes comme le Shift Project, et puis peut-être petit à petit de créer une indépendance, on va dire scientifique et technique, un pôle de compétences dans le mouvement lui-même, parce que je pense que aujourd'hui, on peut pas avoir une autonomie, une indépendance en tant que mouvement si on n'a pas une indépendance scientifique et technique pour évaluer les solutions. Et aussi pour en proposer d'autres, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les espaces de débat public. Moi, ce que j'ai vu marcher quand même assez souvent, y compris vis-à-vis des gens qui ont un logiciel très vertical, patronal, comme on veut, c'est une solution alternative dont on peut démontrer la faisabilité, qui est vraiment étayée par, encore une fois, la science, la technique, par des
des retours d'expérience. Là, c'est très difficile de mettre ça à la poubelle, de mettre ça de côté, quoi. Donc je pense que voilà, si on peut effectivement se dire, se doter de compétences en les sollicitant à l'extérieur dans un premier temps, et après c'est peut-être des gens qui rejoignent pourquoi pas le mouvement aussi, parce que ils ont un a priori qui est fabriqué par les médias, mais en voyant des gens qui viennent leur poser des questions pertinentes, on dit ah mais finalement la France Insoumise, c'est des gens intéressants. Donc voilà. Alors nous, on a peut-être 3 luttes emblématiques sur notre secteur, et pas les moindres. Donc il y a notamment, il me semble, un projet comme un SOCAT de panneaux photovoltaïques sur Castelnau, où ils veulent raser une bonne partie de la forêt. Il y a bien sûr, et ça moi je pense que c'est un appui qu'il va falloir qu'on utilise aussi pour la campagne présidentielle, c'est la centrale du Blayais. Et, bon, les pesticides bien sûr, mais ça on est au courant. Mais surtout il y a une position où on est, je pense, un peu trop ambigu, et il faut vraiment qu'on arrive à se positionner, c'est les éoliennes. Parce que nous, dans le Médoc, notamment à l'Espar, ils veulent mettre un pôle éolien, enfin ils vont même raser des bois pour mettre des éoliennes, et c'est quelque chose que les gens ne veulent pas. Sauf que comme le débat Mélenchon-Zemmour, Mélenchon a parlé des éoliennes, et les gens malheureusement nous cataloguent comme pro-éolien, alors qu'on ne peut pas tout le temps l'être, donc c'est compliqué. Et je pense que l'éolien, pour ceux qui sont en ville, effectivement on peut avoir un discours pro-éolien, mais dans les campagnes c'est compliqué. Donc il faut trouver le juste équilibre. Oui, alors donc moi j'étais aux Amphis à Valence, enfin à Châteauneuf-sur-Isère, et c'est vrai ce qui m'a emballé, c'est un atelier, c'était une formation pour les élus. Je ne suis pas élue, mais il se trouve que j'ai croisé des gens qui m'ont proposé d'y assister. Et comme tu parlais alors c'est vrai qu'on a abandonné nous ce projet. Enfin, sur le bassin d'Arcachon, on parlait de régie publique. Donc les camarades y avaient travaillé avec le Val de l'Aire, et c'était très intéressant de s'emparer de ce projet. Et du coup, cette matinée de formation, moi j'étais super emballée parce que j'ai vu un maire, du parti de gauche qui était là, donc je ne sais plus comment il s'appelle, mais apparemment tout le monde a l'air de le connaître, qui a fait une votation citoyenne. Alors on parlait d'outils, et donc je me suis dit, mais pourquoi pas s'emparer sur le bassin, pourquoi pas, parce que nous on a Veolia, voilà, comment combattre toujours Veolia, Suez, etc. Et repartir sur ce projet de régie publique avec une votation citoyenne, sachant qu'ils ont fait venir Veolia, des élus de droite, et que c'est les gens qui ont voté pour la régie publique. Effectivement, il était maire dans sa commune, donc il a fait passer, mais enfin maintenant ça s'est étendu à tout le réseau, sur Montpellier et tout ça, donc j'ai trouvé ça fantastique. Je me suis dit, mais dans ce cas-là, pourquoi on ne continue pas de s'emparer de cette votation citoyenne, puisque c'est un moyen légal. Voilà. Je voudrais je tire un petit coup de gueule parce que j'avais un projet justement pas très loin d'ici à la Brède. Je voulais faire, c'était en 2018, un élevage au début je partais sur des poulets bio. J'ai été aidé par la Chambre d'agriculture de Bordeaux. Monsieur Aimé, qui était le responsable à l'époque des viandes, m'a dit laisse tomber les poulets bio, fais des poules pondeuses parce qu'il y a une demande hallucinante de bio. J'ai dit why not. Donc j'ai fait 1 an avec l'association Girondine pour une agriculture paysanne, une formation que j'ai terminé début 2018. Après, se posait la question du foncier. Donc, je me suis adressé à la SAFER. On se demande à quoi ils servent. Parce que, voilà, j'attends toujours de leurs nouvelles. Je les ai relancés maintes et maintes fois. Mais comme évidemment, je ne suis pas un céréalier qui demande 300 ou 400 hectares pour faire de la céréale ou du sucre, on me met... tu dégages, tu vois rien. Et puis un jour, j'ai été contacté par un couple qui vendait 8 hectares 3 de forêt sur la Brède. Et sur les 8 hectares 3, il y avait 5000 m² sur Saint-Selve. Donc je suis rentré en contact avec le maire de la Brède et la maire à l'époque de Saint-Selve, dont j'attends toujours des nouvelles depuis la Toussaint 2018, malgré le fait que je l'ai relancé. J'ai tapé un peu du poing sur la table pour être reçu par le maire de la Brède, parce qu'à l'époque j'étais demandeur d'emploi. Vous savez tout ce qu'on dit sur les demandeurs d'emploi, qu'on est des feignants, des assistés, etc. Et une fois que pour une fois que j'ai un projet comme ça qui en plus avait du futur, parce que la Chambre d'agriculture me disait il y a une grosse demande, donc lance-toi. Et moi j'étais à fond dedans, parce que vraiment, en plus je suis un amoureux des forêts, donc je voulais faire un élevage de poules, en plein air, à l'ombre des arbres, un peu comme dans les Landes, etc. Le maire de la Brède m'a reçu, divers droite, donc il m'a vu venir de loin, c'est qui ce Charlot, écolo, forêt, poules bio, bref. Et puis j'ai demandé un deuxième rendez-vous qui a été compliqué à avoir, j'ai tapé du poing sur la table, il m'a quand même reçu, et là, comme par hasard, la zone qui était en zone agricole, changement du PLU, zone naturelle.
Ok, comme par hasard. Et donc là, on était rendu en septembre 2018. Il me dit, mais attends, c'est pas fini. Il y a une enquête publique qui va être faite. Et puis, il y a une commissaire qui va vous recevoir. Donc, c'était en octobre 2018. J'ai fait un courrier, j'ai expliqué mon projet, etc. J'ai été reçu par la commissaire. Et puis, en décembre, j'appelle pour prendre des nouvelles. Et bien là, je crois que c'est le procureur de l'époque qui avait annulé l'enquête publique. Bref, je suis reparti à la case départ. Et comme la vie n'est pas faite que d'amour et d'eau fraîche, il fallait bien que je bosse. Et puis là, je suis un intérimaire chauffeur. Voilà, pour gagner quelques... Bon, moi, je voulais savoir, parce que je finis une formation en musicothérapie, parce que je suis aussi musicien, quels sont un peu les recours, parce que je suis seul. Avant 2017, j'habitais à l'étranger. J'ai voulu faire ce projet à l'étranger. J'ai fait une étude de marché. Bon, ben là, il n'y a pas encore le début du commencement de se dire on va manger moins de viande, mais de meilleure qualité. On va favoriser les circuits courts, etc. Donc, comme je suis de Bordeaux, ben, je suis revenu au Bercail. Et là, je me suis dit, bon, ben, je vais... Et là, ben, j'ai l'impression d'être un asticot. J'ai que des montagnes infranchissables devant moi. Pourtant, je suis allé taper, comme je vous dis, la chambre d'agriculture, la SAFER, comme je vous dis, je ne sais pas à quoi ils servent. Voilà, donc c'est un petit coup de gueule. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui peuvent me dire s'il y a des associations qui peuvent m'aider. Parce que cette idée, bon, en attendant, elle est pas tombée à l'eau, même si maintenant elle est un peu de côté parce qu'il faut bien que je bosse. Voilà, je sais pas, je lance une bouée, je lance mon hameçon à l'eau et voilà, voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Alors, c'est bien tombé parce que là, il y a deux personnes qui viennent d'arriver. Claire qui a parlé tout à l'heure et puis Dominique qui est derrière, qui sont tous les deux à la Confédération Paysanne et ont quelques idées sur la question. Et Claire est en plus siège au Césaire pour la Confédération Paysanne. Donc, mais c'est vrai que c'est des questions qu'on entend partout sur le terrain. C'est un vrai combat. Et la SAFER, c'est pas une organisation démocratique. Je crois pas, ça se saurait. Donc, il y a beaucoup de choses à modifier en profondeur si on veut modifier l'agriculture et notamment toutes ces institutions contre lesquelles se fracassent les gens comme toi. Dominique, tu veux ajouter quelque chose ? Oui. On entend oui, non, mais donc, bienvenue au club. Hein, si tu veux t'installer, il y a la Confédération Paysanne et la CLAP, l'association pour l'agriculture paysanne, l'association girondine. Voilà, on est présent aussi à la SAFER pour des fois soutenir, et faire passer des projets qui sont pas considérés comme cohérents avec le système productiviste. Donc voilà, on existe. Alors évidemment, on est quasi clandestin puisqu'on ne colle pas au modèle dominant, mais voilà, on peut prendre contact. Merci Dominique pour le complément. Juste pour dire que dans le programme qui va être réactualisé, c'était déjà dans le programme de 2017, la question des SAFER, elle est évidemment sur la sellette et nous, on sortira, la feuille de route des SAFER sera modifiée. Ce sera un établissement public foncier rural qui aura vocation à sortir de à quoi servent les SAFER, à installer des gros pour qu'ils soient encore plus gros, mais à installer des paysans pour qu'ils soient plus nombreux et qui produisent localement. C'est notre projet politique. Donc voilà, le problème c'est que il faudra attendre le 25 avril pour que nous ayons pris le pouvoir pour être plus efficaces. Néanmoins, voilà, Dominique te donne déjà quelques éléments. Moi, je serais ravi si je peux modestement faire un courrier au président de la SAFER girondine pour relever les contradictions entre leurs discours et leurs actions, pour aider en collaboration et en coordination avec la Confédération Paysanne. Ça sera avec grand plaisir. Pour répondre aux camarades là, sur l'histoire, il faut se doter d'experts, un petit peu, en tout cas plus large que l'AFI. C'est déjà un petit peu le boulot qu'ont fait les livrets thématiques, et notamment sur les questions énergétiques, il y a vraiment des gens de haut niveau qui contribuent. Et pour élargir encore un petit peu plus, il y a eu cette création, je pense que ça a maintenant un an juste, je crois qu'ils fêtent leur anniversaire. C'est ils appellent ça en anglais un think tank. En gros, c'est nous à la France Insoumise, je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs. Ça s'appelle pas, nous on l'appelle pas. Ça a un nom, ça s'appelle un atelier de réflexion. Merci pour la traduction. Qui s'appelle l'intérêt général, qui comme son nom l'indique, vise à ce que nos réflexions servent à l'intérêt général. Donc ça existe. Et donc voilà, on sait bien qu'il y a nécessité d'élargir et de prendre appui sur une expertise. Et aujourd'hui, je peux quand même aussi vous
vous donner ce retour-là, c'est que notre programme, depuis 5 ans, il est bâti sur des expertises d'associations, d'ONG, et que de plus en plus, et vous le savez, notre programme est le plus sérieux, le plus construit, le plus cohérent, et que aussi on a de plus en plus de gens qui, un petit peu en loose day là, viennent nous tirer la manche en nous disant moi je travaille au ministère de machin, tout ça, je suis d'accord avec vous, et voilà. Mais par contre, il y a un petit truc, il faudra ajuster ça. En tout cas, comptez sur nous, et ça, je vous assure qu'on est plusieurs sur plusieurs domaines de compétences et dans différents endroits où on a ces gens qui se manifestent auprès de nous en disant on croise les doigts, mais voilà, il y a des compétences aussi qui adhèrent à notre projet de société. Et ça, je peux vous assurer que ça nous rassure, parce qu'autant en 2017, si on avait gagné, ça aurait été un petit peu compliqué de mettre tout de suite en œuvre le programme. Autant je peux vous dire qu'aujourd'hui, le 25 avril, on est en capacité de le mettre en œuvre rapidement et voilà, sur les rails de l'avenir en commun. Pour répondre à la camarade sur la question de l'eau, régie publique, c'est un des premiers combats, des combats d'ailleurs gagnés par les Insoumis. Je pense à Gabriel Amar qui avait fait la régie publique des lacs de l'Essonne. Donc il y a beaucoup d'écrits, il y a beaucoup de choses. Tu peux trouver, je pense, des références de bouquins sur comment on arrive à gérer ces questions-là. La votation citoyenne, il y a eu une grande votation, je disais là au printemps, à l'initiative de Mathilde Panot, qui a réuni la France Insoumise, mais 11 organisations. Voilà, merci, tu es ma mémoire, Sylvie. 11 organisations de consommateurs, des syndicats, etc. et 300 000 votants. Donc c'est aussi parmi les mesures qui sont majoritaires dans le pays, il y a cette question-là. Et donc partout où on peut, il ne faut pas hésiter à dire, parce que ces gens-là ont peur comme on dit, ils ont peur du peuple, ils ont peur de nous, ils ont peur de nos idées. Donc il faut au contraire en user, en abuser. Plus on sera nombreux, plus on fera masse et plus on aura des chances d'aboutir. C'est des combats parfois où on se décourage parce qu'en face, tu as des Veolia, tu as des gens vraiment qui sont assez puissants à nous couper toute velléité de combat. Mais néanmoins, nous, on est des insoumis, on est pugnaces. Et donc parfois, ça aboutit et ça marche. Donc moi, je vous invite à garder courage et confiance dans l'action populaire sur ces combats-là. Est-ce qu'on a oublié de répondre à... Et en fait, c'était plutôt plus une question, c'était une réflexion que m'amenaient toutes les interventions. C'est un débat que j'ai à la maison, souvent avec ma femme. C'est cette lutte militante qui est d'une richesse extraordinaire en France, des énergies terribles, et qui se brise sur la mauvaise foi, le manque de volonté politique. Et c'est bien le signe je crois qu'il faut sans arrêt rappeler à tous ces gens qui luttent pour des causes qui leur paraissent essentielles, que sans une prise de pouvoir, on va buter toujours sur des mauvaises foi. Tous les gens qui ont tenté d'agir sur un lieu sont tombés sur un maire qui les accueille avec un sourire très condescendant et qui en fait ne fera jamais rien sur un conseil départemental. Et en fait, et je crois que ça me fait faire un peu le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure à la première intervention. C'était que c'est une des choses qu'il faut rappeler, que si on veut que les choses bougent concrètement, il va falloir que le pouvoir soit pris par les citoyens, parce que sinon, on va toujours buter contre ces gens qui ont ce sourire qui n'est pas agressif, mais qui est ô combien méprisant et qui tue notre démocratie tous les jours, quoi. Merci à Vas-y. Je voulais vous parler sur la ligne LGV Bordeaux-Toulouse, qui a été 10 ans. Et la région a été gagnée par Rousset. Rousset mettrait 4 milliards 100 millions pour faire Bordeaux-Toulouse. Et ça commencerait seulement depuis Saint-Médard-Héron jusqu'à Saint-Jory. Donc sans compter les tronçons et Gare Saint-Jean et Saint-Médard-Héron et Saint-Jory, Matabio à Toulouse, plus la ligne qui va jusqu'à Dax. Et l'État, il a obtenu, quand même avec Castet, que l'État donne 4 milliards 100 de plus pour ça. Donc l'association LGVEA, qui est à Saint-Médard-d'Héron, relance toute la lutte là pour essayer de faire capoter ça. Oui, alors là je peux te répondre directement parce qu'on a un relais à Bordeaux, parce qu'il y a 3 élus Bordeaux en lutte,
Insoumis, NP1, Lutte, enfin, qui siègent, et dont un qui siège au Conseil de métropole, et on prépare ensemble les conseils de métropole où la question des aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux est arrivée, bien sûr. Et donc, sous prétexte, et c'est même pas seulement les socialistes, Andiani, mais c'est aussi Claude Mélier qui porte ce dossier avec une innocence, qu'on veut bien lui voter, mais enfin, elle sait bien que les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux, ça sert à faire la LGV Bordeaux-Toulouse, et donc on peut pas faire comme si non, c'était complètement indépendant et couper les projets en rondelles de saucisson en disant on fait que ça, mais après on verra pour la suite. Non. Et donc on a pris position, et là il y a un relais possible avec ce qu'on fait au Conseil de métropole, et pour faire entendre effectivement une autre voix et relayer le travail qu'ont fait les associations comme LGVE1. Et là, et qu'on continue. Et là, et pourtant, encore une fois, c'était une commission d'enquête publique qui avait conclu que il fallait pas faire ce projet, que c'était une gabegie financière. Et malgré tout, Rousset, une fois de plus, comme il l'a fait avec la 65 Langon-Pau, continue de s'asseoir sur la démocratie. Et c'est peut-être ça sur lequel on va s'arc-bouter, c'est il n'y aura pas d'écologie sans fonctionnement démocratique. Et donc, il faut désobéir parfois, aller en justice s'il le faut, mettre tous les outils que l'on peut rassembler pour faire entendre cette nécessité d'un fonctionnement démocratique. On veut en finir d'ailleurs avec cette République, on veut obtenir le référendum d'initiative citoyenne sur ces grands projets. Et c'est même pas, c'est pas mettre en cause le capitalisme que de faire des choses comme ça. Les Suisses, ils ont obtenu la votation citoyenne, et les Suisses votent en ce moment sur des grands débats. Alors, bon, ils viennent effectivement voter pour la poursuite des pesticides, mais à un cheveu, et ça a été un vrai débat dans le pays, et ce débat continue. Donc, ce pari sur la démocratie, c'est ça qui n'est pas fait, au contraire, qui recule dans notre pays. Il faut qu'on soit assez fort pour le porter, et c'est cette dimension-là qu'oublient les autres partis, y compris de gauche. Je veux dire, quand on voit, quand ils sont élus, je ne sais pas si vous avez vu la séance où Rousset prend possession de son fauteuil de baron de la région, et où il explique que non, il ne discutera pas avec même pas ses vice-présidents sur l'attribution des fonds FEDER, les fonds européens, que c'est lui qui le fera. Mais certes, il en informera ses conseillers régionaux. Donc, ce mec, mais c'est pas croyable de nos jours d'entendre des choses comme ça. C'est comme Buisson dont parlait Henri tout à l'heure, qui annonce en réunion que ben voilà, maintenant qu'il est élu, oui, c'est lui qui décide de vendre 750 millions, un site qui servait de lieu de promenade aux familles, d'hébergement ouvert à tous, de centre culturel, etc. Et que voilà, il est élu, c'est lui. Mais non, ça c'est fini, il faut le faire entendre. Et de toute façon, je crois que si les élections, on arrive à gagner aux élections, l'élection de Jean-Luc Mélenchon, enfin, faut pas se leurrer. Si on n'est pas tous dans la rue pour pousser à la roue, pour obtenir, par exemple, cette assemblée constituante d'urgence qui en finisse avec la Ve République, et si on n'est pas tous dans la rue, on n'y arrivera pas. Donc il faut mobiliser dès maintenant, mobiliser et faire grandir cette exigence de démocratie qui est dans le pays. Les gens en ont assez. Et c'est ce qu'on entend aussi dans les manifestations du samedi. C'est ce mépris qu'ils sentent de la part des Macron et consorts, ce déni de démocratie dans notre pays. Donc il faut faire grandir cette idée-là, et on en aura besoin de toutes nos forces si on veut essayer de renverser la table. Non, je ne veux rien rajouter, c'était une conclusion parfaite. Merci beaucoup pour vos questions, votre participation, les échanges. On reste à votre disposition les uns les autres pour partager. On a discuté ce matin du mode d'organisation. Donc voilà, la discussion, elle se termine pas là juste maintenant sur ces questions d'écologie populaire, de partage de pratiques, de combats, mais elle se poursuit tout au long des luttes qui vont s'égrener et que nous allons gagner les unes après les autres jusqu'à temps que nous prenions le pouvoir, Marcia, et que le 25 avril, nous rayons ce chèque de 4 milliards d'euros à la LGV, parce que notre futur ministre des Transports ne le validera pas, bien évidemment. Je ne connais pas encore son nom, mais peut-être Sylvie, je ne sais pas si ça t'intéresse. Merci à toutes et à tous.